Comme aussi notre ordinateur, nous intervenons dans ces forums et j'ai compris que les ordinateurs vont appeler leurs incompétents sinon réfléchir sur la forme de l'État instituée par la Constitution du 18 février 2006. Et nous aussi sommes dans ce thème et nous avons étudié notre intervention à l'architecture politico-administrative instituée par la Constitution de 2006, 20 ans après. Une hybridation compromise pour l'État. Alors, sur ce point, nous avons divisé notre intervention en trois. Le premier point, c'est d'abord fixer le cadre théorique pour donner des fondements à la fois archéologiques et philosophiques de cette architecture historique. Dans un deuxième point, nous allons voir comment cette hybridation est compromise et compromise. Et la troisième partie, c'est la partie qu'elle fait. Alors, nous savons tous, et les éminents intervenants l'ont dit, que la Constitution du février 2006 n'est pas un texte constitutionnel, c'est simplement un texte juridique. Par principe, ce texte juridique représente un moment symbolique majeur dans l'histoire de notre développement. Cette constitution est intervenue à la suite des séquences de violence, de guerre, de fragmentation, d'occupation, conditions de 2003 va nous amener, n'est-ce pas, à la constitution de 2006. Cette constitution avait donc pour ambition de refonder l'État, de restaurer l'autorité normative et d'inscrire la nation dans une trajectoire d'un État de droit démocratique. Des ambitions. Donc, on dit dans cette constitution, c'est ce que nous appelons les 7 pages sacrées de la constitution. Il y a des questions d'assurer le fonctionnement au milieu des institutions, éviter les conflits, garantir la bonne gouvernance, instaurer l'état de droit, contrer toutes les livres dictatoriales, etc. Assurer même l'alternance politique. Donc, cette constitution, avec ses ambitions nobles, va opter pour une architecture politico-administrative, c'est-à-dire un schéma d'occupation, d'organisation de l'espace hybride. L'hybridation, c'était d'abord au niveau de la forme du gouvernement. Là, on a opté pour un régime mi-présidentiel où le président est élu au suffrage universel avec suffisamment de pouvoir qui font de lui un vrai chef de l'exécutif et un premier ministre issu de la majorité de la coalition parlementaire qui, n'est-ce pas, assure la gestion quotidienne de l'État avec des droits qui déterminent même avec l'accord ou l'appui du président, la politique politique de la nation et les responsables. Donc on voulait combiner à la fois une légitimité forte du président et une responsabilité, n'est-ce pas, face à un chef qui, dans la pratique au droit, va poser des problèmes parce que la majorité des mesures fluides, on peut glisser vers la présidentialisme dénoué, comme on peut aller dans une cohabitation qui peut arriver à des changements de majorité
l'exercice des cycles. Ce n'est pas l'objet de notre question. Ici, nous pouvons voir la deuxième hybridation, qui est l'hybridation au niveau, non pas horizontal, mais au niveau vertical. En effet, cette constitution qui se veut un instrument de compromis veut résoudre un problème permanent de la scène politique et des acteurs politiques congolais qui sont divisés entre le tenant fédéralisme et les tenants, n'est-ce pas, de l'héritage. Alors, la logique qui va structurer la fondation de cette archive va soit cette architecture hybride qui convoque les éléments à la fois du fédéralisme qui assure l'autonomie politique de ce qu'on appelle le province, mais cette autonomie politique évolue dans un cadre d'un État non pas unitaire, mais un État unique. Et là, les éléments de l'État unitaire, quelques éléments sont convoqués pour, n'est-ce pas, asseoir cette entité. L'objectif donc de cette hybridation va être complété par un autre mécanisme qu'on appelle le découpage, c'est-à-dire la recomposition de 6 provinces de type de l'époque coloniale à 11 provinces de la Deuxième République, à 26 provinces qui se basent essentiellement sur les anciens districts. L'objectif encore ici est bon, rapprocher l'administration des citoyens, neutraliser les dynamiques sécessionnistes, créer des centres d'impulsion pour le développement, 26 centres, y compris avec ça, où on peut, n'est-ce pas, retenir 40% des ressources à la base. C'est donc une ingénierie constitutionnelle assez spécifique qui a fait ses preuves en Italie ou en Espagne et qui sera donc lancée en 2006. Mais très rapidement, on va voir que cette hybridation, que nous appelons une polyarchie institutionnelle, va être créatrice de problèmes. D'abord, vous avez suivi, on parle de la décentralisation. Cette confusion conceptuelle, génétique et génératrice de confusion. La province n'est pas décentralisée, même législative. Les 17 ans, c'est une loi susceptible d'être contrôlée par la Cour. La province n'est pas sous tutelle. Quelle que soit l'option des dualités de ces travaux d'entreprise que vous avez expliqué, il n'était jamais question de faire de province des entités sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Mais hélas, cet état spécifique où il y a une autonomie politique au profit va générer beaucoup de problèmes. Donc, voilà l'architecture qui sera complétée par des lois de décentralisation, mais cette architecture polyarchique va donc créer plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau d'abord, ce qu'on appelle l'État central. Le deuxième niveau, c'est l'État régionalisé avec des provinces qui sont donc dans ce qu'on appelle le régionalisme constitutionnel, où on reconnaît l'autonomie politique garantie par la Constitution. Et le troisième niveau, ce sont les entités décentralisées. La ville, la commune, le chefferie, le secteur, voilà. Et les communes, elles sont sous tutelle à la fois du pouvoir central, mais aussi du gouverneur en tant que représentant du pouvoir central. Mais il y a aussi des entités déconcentrées, les territoires qui sont donc des subdivisions des circonscriptions administratives qui relèvent directement du pouvoir du chef de l'exécutif ou des autres institutions. Cette belle architecture va dans le fonctionnement, ça devait être une organisation en spaghetti.
qui finalement va tourner à bout. On l'a dit, 20 ans après, qu'est-ce que ça a donné? Les gouverneurs élus, mais qui sont totalement soit incapables d'agir, d'autres sont à titre ça depuis des mois, abandonnant les provinces, ou des gouverneurs tellement acquis au pouvoir central. Donc, le régionalisme n'a pas fonctionné. Pourquoi? On vous a donné des explications, vous allez le lire. La décentralisation reste une illusion parce que les communes continuent à être dirigées par des bourgmestres nommés. Ceux qui ont été élus sont tout le temps dans les lieux en train de chercher où s'asseoir, où être payés, ils sont jamais payés. Les élections locales n'ont jamais eu lieu. Ensuite, les entités déconcentrées sont abandonnées, les administrateurs sont des va-et-vient qui ne sont pas payés. Concrètement, nous sommes en face d'une spécificité illusoire ou tout simplement mythique ou programmatique. À la fin, 20 ans après, ça c'est le deuxième point, quel est l'état de cette utilisation? Elle est évidemment compromise. Elle est défaillante. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs crises. La première crise, c'est la crise étatique. Comment peut-on asseoir cette restauration de l'État alors que l'État lui-même est malade? Le Premier ministre Augusto dit le Congo, c'est un État sans province. En fait, comment retrouver l'État lui-même qui est en crise? Cet État importé n'existe pas dans la pensée ni des acteurs ni des citoyens. Quand on demande le roi de l'État, pour moi, pour les ailleurs. Donc l'État n'existe pas. Donc, deuxième crise, la crise de la norme. Le jeu politique se passe en dehors de la Constitution. Le jeu est totalement déconstitutionnalisé. Les gouverneurs sont convoqués, les assemblées sont suspendues, et lorsqu'on doit à ces assemblées de moment de travail, ils sont dans la marchandisation des motions, dans le chantage, et finalement, on est dans l'anarchie. Crise institutionnelle, crise de la norme, crise de la légitimité de la représentation. Les 4 cycles électoraux qui répondu à la démocratie nous ont conduit des élections contestées. En 2011, lorsque j'ai organisé les élections, j'étais tellement malade parce qu'on m'a dit que c'était les élections les plus chaotiques du monde. Mais après, on dit encore qu'il y a encore plus grand chaos après l'élection. Finalement, qui a organisé les plus chaotiques du monde, parce que celui qui a organisé les plus belles élections est devenu chef de l'État. Alors, finalement, qui démontre que lui a posé les élections. Parenthèse. Alors, une autre crise, donc, la crise de représentativité, comme je dis, parce que ceux qui sont élus sont déclarés plutôt nommés, et ceux qui sont nommés sont dans une autre situation. Crise de la gouvernance. Constitution de 2006 ne fonctionne pas. Les provinces sont des entités qui finalement sont vides. Sur les 26 provinces, il y a 3 provinces simplement qui ont des ressources plus ou moins sûres. La province de Kinshasa, la province du Katanga, là-bas au Katanga, un peu, et c'était le cas de Goma. Toutes les autres provinces, il y a certaines qui n'ont même pas de budget et qui fonctionnent en attendant les rétrocessions, qui est une notion fondamentalement, je ne dis pas inconstitutionnelle, mais inconstitutionnelle. C'est-à-dire que la constitution ne connaît pas cette notion. Et tout ça sur un fond de corruption, de confusion et de développement de la pauvreté. Voilà donc la situation
de cette mixité qui a plutôt produit non pas la paix, mais des tensions, des conflits permanents, des méfiances, des dysfonctionnements, la captation du pouvoir et, vous savez, l'état dans lequel depuis nous sommes. Nous avons 3 provinces occupées, dirigées par des systèmes d'exception, d'autres provinces environnant jusqu'à Malikou, prises en otage par des groupes armés, et tout sur fond donc d'une crise. Donc, l'architecture hybride recherchée n'a pas fonctionné. Mais est-ce que ça pouvait fonctionner? Dans un État, on a parlé des contextes où il y a absence de culture constitutionnelle partagée, il n'y a pas d'intériorisation des principes, illusion d'autonomie politique qui n'a jamais été acceptée par personne. Kabila disait que l'architecture qui était mise en place était dangereuse, et pendant 10 ans, comme on vous a expliqué, il n'a jamais voulu mettre ça. Il découvert les provinces lorsqu'il voulait se débarrasser de son plus grand ennemi à l'époque, qui était Kabila. Donc c'est une mise en place opportuniste qui n'a obéi à aucun schéma programmatique. Alors, les transferts de compétences, c'est une illusion parce que les provinces n'ont pas de moyens. Et je vous ai dit, le Premier ministre qui était commencé à transformer un État sans province avec des provinces mortes. Je regarde ma province de la Sortola, je me dis, oh là là, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, excusez professeur et président. Alors, je vais terminer. Il faut donc, ça veut dire quoi? Repenser les moyens. Comment les penser? C'est vrai que les débats constitutionnels congolais tournent autour de bavardage, de télévision, entre les fondations. Nous disons, il faut lire la Constitution. Ça commence par nous. Est-ce que nous sommes sûrs que cette Constitution-là, c'est non. Nous, peuple congolais, est-ce que nous nous retrouvons dans ces miroirs? On dira que oui, nous avons participé à l'élaboration du texte. Mais qui a élaboré ce texte? C'est un enfant putatif, sans légitimité. Si vous lisez la Constitution de 2003, on dit nous représentons des partis politiques et entités, et c'est ça qui élabore la Constitution. À partir du moment où il y a un déficit génétique, il ne peut que y avoir un déficit d'appropriation. Et cette absence de tout déficit ontologique, de cosmogonie, de cosmologie, de repères va nous marquer et va être donc. Alors, qu'est-ce qu'on doit changer? Les textes ou changer les règles de jeu qui restent presque le même depuis 1960 de la Deuxième République. Parce qu'en fait, je vais terminer par là, je n'ai pas plus de temps, la Constitution n'est que la mise en forme d'une âme. Est-ce que la Constitution va déculpabiliser? Est-ce que la réécriture de la Constitution va changer votre mari de la prédation et de la démocratie comme système de jeu politique? Est-ce que la Constitution va, c'est sur cette question-là qui se pose et qui pose de manière consensuelle posée au peuple. Et cette peuple se prononcera pour une constitution non pas des parodie, mais une constitution démocratique qui représente les aspirations et les promesses sacrées du peuple congolais. Merci beaucoup. C'était l'intervention du professeur ordinaire Jacques Joly, professeur ordinaire à la faculté de droit à l'Université de Kinshasa, rapporteur de l'Assemblée nationale, député national, sénateur honoraire, ancien vice-président de la CENI, et nous avons parlé justement de l'architecture politique administrative instituée par le constituant de 2006, après une hybridation compromise. Merci beaucoup. Je commence d'abord par remercier, comme tout le monde, les organisateurs. Et je vais tout droit au but avec des questions pour ne pas perdre du temps. Merci.
je la pose à tous les intervenants. Nous vous avons bien suivi. Mais vous ne chutez pas. Tout le monde se plaint, et vous ne chutez pas. Vous devez nous dire, cette constitution-là de 2006, elle est malade ou pas? Et si elle est malade, on fait quoi? C'est une association de plaintes. Les gens se plaignent. Les premiers intervenants, il a cité tous les grands professeurs dans la salle. Professeur Bombéli, professeur, tous les professeurs ont été, mais ils sont dans la salle. Vous proposez quoi au pays? Vous proposez quoi au président de la République? Vous proposez quoi au peuple? La Constitution est là. Tous les intervenants, répondez à cette question. Ça, c'est la première question. La deuxième. Une question par personne. Ah, bon, oui, la première, c'est à tout le monde. La deuxième, au professeur Joly, mon grand frère. Lui, on a deux questions. Vous avez droit à une question, vous. Ah, non, mais je voulais qu'il en ait deux. Je sais pourquoi. J'ai dit cela à mon grand frère Joly, pourquoi? Parce que je vois le grand frère Joly, il est rapporteur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, c'est un élément très, très important. Moi-même, j'étais ministre de la Nation et du Parlement. Je connais comment on peut faire pour faire avancer les choses. Et dans la salle, il y a les doyens de la faculté de droit. Les doyens là. Même les doyens disent peut-être si la liste des plaintifs. Alors, pourquoi, je dis ça au professeur, pourquoi il n'arrive pas d'abord à l'Assemblée nationale à avoir une commission? J'ai vu dans la salle, même le conseiller principal du chef de l'État, mon frère Moulouma, est dans la salle. C'est une très bonne chose. Pourquoi vous n'arrivez pas jusqu'à présent à dégager une commission, un bureau d'études pour réfléchir concernant l'affaire de la... Aujourd'hui, nous sommes le 18 et on va attendre une année encore l'autre anniversaire pour qu'on se retrouve. Je pense qu'en sortant de cette salle, je dis ça au professeur et rapporteur, pourquoi ne pas dégager ne plus qu'une commission d'études avec les professeurs, les autres et les membres de l'Assemblée pour qu'on puisse déjà dégager et réfléchir sur l'avenir de notre constitution et pour que le pays aille de l'avant et qu'on propose au chef de l'État quelque chose de cohérent. Au lieu de nous amener des discours, maintenant c'est votre... Oh non, celui qui n'est pas conscient, on a vu à la télévision en train de parler. Nous sommes là, vous êtes là, les grands professeurs. Dégagez-nous et on avance. Merci. Alors, on va conclure, s'il vous plaît, monsieur. On donne au chef coutumier. Je vois le chef coutumier. Puis on va prendre des réponses. C'est Sa Majesté Kibonge Shima. Je suis président national du Forum d'initiative pour les communautés locales. Cette structure réunit les chefs coutumiers, les notables et tous celui qui appartient à une communauté locale. Je crois que même quand vous êtes ici, chacun de vous appartient à une communauté locale. Nous, chefs coutumiers, maintenant ici, nous avons suivi toutes les interventions de ces professeurs qui sont là. Les mêmes interventions que font les politiciens. Comme il y a mon fils qui est là-bas qui a dit, nous sommes dans un pays de plaintifs. Les professeurs sont des plaintifs. Nous avons déjà dit ceci. Cette constitution doit être changée. Nous, chefs coutumiers. Cette constitution doit être changée. Parce que cette constitution, d'abord, nous, chefs coutumiers, on ne se retrouve pas. Nous n'avons même pas notre institution officielle. 2. Cette constitution ne permet pas au chef de l'État de pouvoir travailler convenablement. Le chef de l'État n'a pas beaucoup de pouvoir dans cette constitution.
Or, la Constitution qui est faite sans tenir compte de la coutume, des aspirations du peuple, mais cette Constitution ne peut pas marcher. La Constitution ne peut pas marcher. Vous parlez de la gouvernance, vous parlez de corruption, de ceci. Est-ce que coutumièrement, on accepte la corruption? Non. Est-ce que coutumièrement, on accepte les vols? Non. Vous volez, on vous frappe. Vous faites n'importe quoi, on vous frappe. Et cette constitution ne donne pas beaucoup de force au chef de l'État pour que le chef de l'État puisse frapper au moment où il faut frapper. Il faudrait qu'on change la constitution. Je suis très content parce que toutes les interventions qui sont là-bas confirment notre conviction, confirment ce que nous avons décidé. Parce que tout le monde a dit, il y a des difficultés, il y a ceci, il y a ce, il y a ça, il y a... Vous confirmez tout ce que nous avons pris comme décision. On doit changer la Constitution. Mais vous dites pourquoi? Et vous ne suivez pas tout ce qui se passe. Quand vous dites pourquoi, pourquoi vous ne voyez pas? Aujourd'hui, ici, on vient de dire ici, si le gouverneur commet une infraction, est-ce que les chefs de l'État peuvent les sanctionner immédiatement? Non. Ça ne donne pas beaucoup de pouvoir aux chefs de l'État. On doit changer la Constitution. Comme on a déjà appelé le sénateur Lodi, je voudrais préciser que je suis aussi un ancien gouverneur du Sango. Nous ne sommes pas tentés d'être solidaires, mais mon collègue de tout à l'heure a été très explicite sur les vrais enjeux des fonctionnements des institutions provinciales, à savoir les gouverneurs de province. Moi, j'ai une question. Cette question s'adresse à tous les intervenants. Que faites-vous? Quel est le choix que vous opérez entre la stabilité institutionnelle, je dis bien la stabilité institutionnelle au niveau de la province et les avancées démocratiques? Tour à tour, j'ai suivi les intervenants et ça a été très éloquent. Je suis très heureux de retrouver mon professeur aujourd'hui, le professeur Kamba, mon professeur de droit des biens. Et nous sommes très honorés parce que c'est notre université aujourd'hui. Les gouverneurs de province, intestables, c'est les chefs de l'exécutif provincial. Et vous avez la première institution provinciale qui est l'Assemblée provinciale. Et le défi, c'est de dire, est-ce que nous voudrions avoir des provinces stables ou il faut s'accrocher à la démocratie? Parce que c'est quand même des avancées très importantes et de dire, oui, l'Assemblée provinciale doit contrôler l'exécutif provincial et les sanctions doivent venir de là. Tour à tour, vous avez démontré que le chef de l'État, en dehors de l'hypothèse, ça a été aussi l'intervention du chef de travaux. J'ai beaucoup apprécié ça. C'était trop pragmatique. Je vous jette de faire, mais allez plus loin que ça. Qu'est-ce que vous dites? Vous choisissez d'avoir une province stable ou vous choisissez la démocratie? Merci. Les contextes n'ont pas changé. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. On va prendre... Merci beaucoup à tous les intervenants pour leur préoccupation. L'honorable député, excellence du gouverneur Koussou, a plutôt fait une réflexion à l'intention de tous. Il n'a pas posé de questions de gouvernation pour ces éléments du terrain. Alors, Madame Frida Atalata a posé une question. Il a dit que la décentralisation
date de l'époque de Mobutu. La décentralisation date à l'époque de Mobutu, pas en 91, déjà en 82, il y a eu une tentative de décentralisation. Il y avait le conseil des autres qui était élu, mais le commissaire. Il y avait des assemblées régionales, mais le bureau déjà était nommé. Donc, c'était une décentralisation timide. Alors, elle estime que la décentralisation, c'était un piège de l'impérialisme. Mobutu n'a pu céder à la tentative de création de 3 provinces de l'Est, simplement. C'est vrai, vous dites pour la centralisation, c'est votre point de vue. Et c'est compréhensible. Il y a un courant très fort des unitaristes au Congo, avec notamment le premier ministre Lumumba depuis 1960. Mais il y a aussi un courant de fédéralistes qui estime qu'il faut donner suffisamment d'autonomie aux provinces. Entre ces deux courants, les constitutions de 2006 a cru trouver un mécanisme hybride qui, malheureusement, comme vous venez de le montrer, a des difficultés. Pourquoi ces difficultés? Chacun de nous a essayé de donner. Il y a une recentralisation rampante. En même temps, il y a des dérives. Alors, vous posez une question sur la décentralisation par rapport à notre environnement géopolitique et géostratégique. C'est une question importante. Ce sont les provinces qui sont à la périphérie. Quand vous prenez le Nord Kivu, il y a cette grande influence rwandaise qui arrive, n'est-ce pas, à créer tous ces mouvements armés, des RCD 97, commencé par la FIDEL, les RCD, les M23, les CNDP. Il y a la province du Nord Kivu qui fait l'objet de convoitises, l'Ouganda avec tous ces clients des ADF et les autres. Il y a l'Ituri. Ce sont les provinces où on a été obligé de décréter l'état de siège pour mettre le gouvernement militaire. Donc il y a besoin d'une autorité forte pour permettre à ces provinces-là d'échapper à ces convoitises géopolitiques et géostratégiques. Donc il y a besoin de ce qu'on appelle la restauration de l'autorité de l'État. Mais cette autorité de l'État n'est pas l'autoritarisme. C'est la présence de l'État protecteur, de l'État fort qui répond aux besoins. Est-ce que ça passe par la centralisation? C'est un schéma. Mais la décentralisation bien appliquée, ça peut marcher. Mais il faut tenir compte de notre partitocratie négative, des partis qui n'existent pas, de la tribalité, des conflits ethniques. Donc, il y a besoin d'une autorité forte pour faire face aux convoitises. Mais est-ce que ça passe par la centralisation? Est-ce que ça passe par la décentralisation? Ce n'est pas un choix purement technique. C'est pourquoi j'ai dit, et je réponds déjà là, je regarde la question de l'honorable Isanga, nous ne faisons pas de blagues. La science est analytique. Nous examinons les faits et nous disons, mais peut-être le temps, nous avons dit qu'il ne faisons pas pour le cadre normatif, les constats et la prospective. Nous avons dit qu'il faut repenser, mais la réécriture constitutionnelle n'est pas le fait des constitutionnalistes. La constitution, c'est l'âme d'un peuple, c'est les Congolais qui doivent, y compris vous-même, honorable Isanga. Quand vous lisez l'article 218 de la Constitution, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au gouvernement, au président de la République, au gouvernement appelle l'évaluation du Conseil, à chaque méchant, à une fraction du peuple congolais. Vous êtes président des partis politiques, j'espère que vous avez 100 000 voix, et vous pouvez initier une pétition. Le rapporteur n'a pas de pouvoir en matière constitutionnelle, et ce n'est pas un ancien député qui fait cette justification. Donc, la réflexion d'aujourd'hui, c'est justement ça. Que faire
Est-ce qu'il faut réviser? Certains dans l'ont dit. Il faut réécrire. Personne ne peut empêcher le peuple congolais de réécrire une constitution. L'article 5 de notre constitution dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émanant du peuple l'exerce directement par le référendum, l'élection directement par ses représentants. Je vous annonce que le professeur Moundako, qui est dans la salle ici, a préparé une proposition de loi sur les mécanismes de mise en œuvre de la référendum. Donc, le pacte qui doit nous unir ou assurément vivre en commun, c'est un devoir sacré que nous avons tous. Comme dit notre hymne national, nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant. Et cette crête hymnique est pertinente. Alors, donc, j'ai répondu à l'honorable, à madame Abdallah, à l'honorable Lissamba. Il n'y a pas de plainte, ce sont des analyses techniques qui peuvent amener à des conclusions politiques. Mais les conclusions politiques n'appartiennent pas aux scientifiques. Ça appartient aux organes, au peuple que nous sommes. Le chef coutumier a donné son point de vue. Je suis d'accord avec lui sur mon point. Et je l'ai toujours dit, cette constitution reprend des valeurs universelles. Mais quelles sont les valeurs traditionnelles qui sont mises en œuvre? Nous l'avons toujours dit, que cette constitution manque d'ancrage mythologique interne. Il y a des valeurs démocratiques. C'est que les chefs de coutumiers, vous êtes des grands vendeurs de terre, mais vous êtes aussi détenteurs d'un grand pouvoir organisationnel, d'un grand sagesse, d'un grand savoir qu'on peut tirer ou mettre en peu dans nos constitutions. Alors, l'honorable Lodi, il démontre le choix entre stabilité institutionnelle et avancée démocratique. C'est tel qu'il est. Mais ce n'est pas, ça ne s'exclut pas. Je crois qu'il est originaire d'une province qui, pendant 20 ans, n'a pas du tout fonctionné. Aucun gouverneur n'a pu faire 3 mois. Même les assemblées provinciales n'ont pas de siège. Ils sont tous nés être à Lusambo, c'est parce que vous êtes à Lodja, ou vous êtes. Donc, les Sankourou est le prototype de l'inexistence et de l'incapacité de la mise en œuvre de ces schémas. Alors, honorable, est-ce que c'est un problème de texte ou un problème de culture? Vous êtes encore candidat au gouverneur, j'espère que ça va mieux marcher. Je vous remercie. Bon, je vais dire, M. le Maire réfléchit, c'est un peu d'éclairer la lanterne. Donc, retenez 3 choses. Les textes, le contexte et l'homme. Par rapport au texte, une constitution post-électorale. Nous savons ce qui s'est passé. Les pays, excusez-moi, les termes saucissonnés en quoi? Donc, une partie contrôlée par le pouvoir central, l'autre partie par les deux forces rebelles, je dis, MLC et RCD. Et nous savons aussi qu'il y a eu des pesanteurs extérieurs. Le MLC soutenu par l'Ouganda et le RCD par le Rwanda. Maintenant, on le sait, Kagame à chaque fois déplace les centres de gravité de son discours. Maintenant, on ne peut plus clair. Il a des visées expansionnistes. C'est clair. Mais alors, ce qu'il n'a pas réussi militairement, il vient injecter par rapport à notre mode de vie. Comment nous vivons? Ça nous renvoie à l'organisation administrative.
de notre pays. Pensez-vous qu'il n'y a pas eu de présenteurs, ce n'est pas le terrain difficile quand ils ont négocié. Il faut en tenir compte. Mais vous l'avez vous-même dit, quand vous plaignez, il faut qu'on aurait le projet de seulement 10% et ça ira mieux. Il faut avoir aussi des moyens, monsieur le gouverneur. Sinon, ça ne marche pas. L'État est faible, il n'y a pas de moyens. Comment voulez-vous que les scientifiques réfléchissent sur quelque chose qui après sera utile? Vous plaignez de moyens? Il n'y a pas de moyens. Alors, pourquoi justement mettre en application la décentralisation? Faites attention par rapport à ce que vous venez de dire. La territoriale des originaires me renvoie au type provincial. C'est un corollaire. Un corollaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas démontrer. Et les corollaires, c'est une conséquence. Les corollaires de l'équipe provinciale, justement, c'est des tribalismes. Madame venait de l'évoquer. Les tribalismes, le clientélisme, etc. Mais justement, vous ne pensez pas que ça entame la cohésion nationale et l'unité. Chèrement acquise. Souvenez-vous du président Mobutu, quand il a pris le pouvoir, avec les sévères avant-gardistes, parmi les premières décisions, c'était la suppression des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux. Pourquoi? Il faut renforcer justement cette unité. Vous voyez? Première chose. Alors, je vais m'adresser maintenant au professeur Pousseur. Au ministre honoraire et député honoraire du Sénat. Question pertinente aussi. Je le savais, en commençant par le gouverneur, je vous avais dit d'emmener d'entrée déjà de mettrai du piment. Je vais peut-être surprendre le nombre de participants ou bien le nombre d'amis qui sont dans l'Assemblée. Retenez une chose. La Constitution met en exergue la répartition des attributions du pouvoir. Régime politique pour les politologues. Système politique, donc ce qui doit être, c'est la Constitution, ce qui doit être. Nous, les politologues, nous concilions aussi l'idée, mais nous faisons plus attention par rapport à ce qui est. Ce qui est, c'est la réalité, c'est-à-dire les systèmes. Comment cela fonctionne réellement. Répartition de pouvoir nous renvoie justement. Vous parlez de la démocratie. Mais retenez une chose, la démocratie n'est pas étrangère au Congo. La démocratie débute en tant que mode de désignation des animateurs politiques et exercice du pouvoir. En tant qu'exercice du pouvoir, la démocratie n'est pas. Le Congo précolonial était une terre de prédilection de l'exercice démocratique du pouvoir. Souvenez-vous comment ça fonctionnait dans nos royaumes, etc. Donc moi je suis pour une démocratie qui serait authentique et souveraine. C'est-à-dire une démocratie qui tiendra compte, une constitution, une démocratie aussi, qui tiendra compte de nos réalités. C'est-à-dire tenir compte de la dimension culturelle. C'est important. Parce que c'est de la démocratie. Si vous regardez la Constitution, pour tatiner un peu nos amis qui ont réfléchi sur ça, il y a un scientifique, comme ici, qui dit que la Constitution, le français, il dit que la Constitution de 2006, c'est la petite sœur africaine de la Constitution française. La Constitution de la Ve République. C'est déjà une insulte pour nous, les scientifiques, en toute modestie, et si je peux dire que je suis scientifique ou chercheur. Pourquoi? C'est comme si on ne sait pas réfléchir à nos propres réalités. C'est-à-dire, c'est comme si les problèmes sociaux, juridiques, politiques, économiques, etc., parce que la Constitution règle tout ça, de la France étaient aussi les mêmes que la République démocratique du Congo. Pour moi, il faut repenser tout ça. Il faut repenser tout ça. En clair, il nous faut réécrire la Constitution. Parce que déjà, si on doit mettre entre parenthèses l'organisation administrative, c'est tout un morceau de la Constitution.
décentralisation, etc. Mais je n'ai pas dit que j'étais contre. J'ai dit seulement par rapport au contexte historique. Regardez ce qui se passe par ici. Nous sommes toujours embêtés par le même pays, les tireurs de ficelle. Regardez au niveau de province. Vous pensez que c'est quand il y a une stabilité chronique des institutions provinciales, cela résout aide des animateurs du pays ou bien donc, des gouvernants bien dirigés du pays. Bien au contraire. Donc, instabilité, là, nous plonge encore. Donc, il faut attendre les bons moments. C'est la même chose. Vous avez une fiancée, vous avez des ambitions de l'épouser, mais il faut être prêt. Parce que si vous mettez une femme dans votre maison, c'est le mariage. Il faut avoir les moyens de l'entretenir aussi, il y a des enfants aussi. Donc vous voyez, quand il y a ça, c'est la même chose. Donc il faut être prêt et bien prendre le contexte. Vous l'avez dit vous-même, on n'a pas de moyens. Merci, professeur. Voilà. C'est le chef de travaux. Merci. Comme le professeur l'a dit tout à l'heure, ici, nous sommes des référents de la scientifique. Et les débats que nous faisons ici, mais les actes, nous publions des actes, peut-être que les gens ne disent pas, encore que les Congolais, mais difficilement. Les gens publions, faisons des propositions pertinentes. Donc, de temps en temps, il faut avoir l'habitude de dire, parce que même si nous avons encore publié, les recommandations que nous avons formulées. Alors, pour revenir sur la Constitution du 18 février 2006, cette Constitution a un avantage. Son avantage, c'est que c'est d'abord une Constitution qui n'a pas de source unique d'inspiration. Ça, c'est de deux, c'est une Constitution qui a été dictée par les circonstances. Je vais parler actuellement. Le président Kassavubu met sur pied une commission constitutionnelle pour l'élaboration de la Constitution du 1er août 1964. En fait, en réalité, il a mis des attentes. Son souhait pour ces attentes était que la Constitution de Luango devait lui donner le prérogatif qui est la loi fondamentale du Parlement. Et vous connaissez la suite. Le président Mobutu en a fait longtemps, vous connaissez la suite. Les constitutions, nous allons changer les constitutions jusqu'à maintenant. En fait, tant que nous ne savons pas pourquoi nous changeons et pourquoi il faut tel autre mode de gestion, ça sera compliqué. Alors, la Constitution de 2006 a l'avantage. Pas de source unique d'inspiration. Il n'y avait pas quelqu'un qui devait décider en dernier ressort des propositions, avec la suite à réserver aux propositions constitutionnelles. Je vous ai dit tout à l'heure que le président Mobutu a rejeté les conclusions de la conférence nationale. Parce qu'il avait le pouvoir de décider à des élections. Puisque ça ne répondait pas à ce temps, il rejette. Alors aujourd'hui, il ne faut pas réduire les débats à la personne du président de la République, Félix Tshisekedi. Parce que de la même manière qu'on parle du texte des belligérants, demain on dira aussi que ça, c'est la Constitution de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la Constitution. Et donc, il faut nationaliser les débats. S'il faut une conférence nationale souveraine bis, il faut tenter cette expérience. Une conférence nationale souveraine, inclusive, globale, tout ce que vous voulez. C'est comme ça que nous allons répondre à toutes ces préoccupations liées au changement ou aux révisions de la Constitution. Alors, lorsque les chefs coutumiers ne jurent que sur le changement pour renforcer les il y en a tellement, peut-être essentiellement, dans la Constitution, le chef de l'État a énormément de pouvoir. Je vais vous donner un exemple. On dit que les arrêts et les jugements sont exécutés au chef de l'État. Lorsque vous avez un ministre qui s'arrondit des décisions de justice, et qu'il savent l'autorité du chef de l'État, qu'est-ce que ça coûte au chef de l'État de révoquer un tel ministre? Il faut le révoquer. La Cour constitutionnelle a rendu des arrêts et administrateur secrétaire gouverneur. Un ministre de l'Intérieur a bloqué ces arrêts. Il n'a pas été sanctionné, il n'a pas été aidé. C'est que nous avons normalisé l'impunité. Nous avons nous-mêmes normalisé l'impunité. Dernièrement, pour partager aussi l'idée de l'honorable Rousseau.
les animateurs des entités territoriales décentralisées, même le gouvernement, n'arrive pas le droit. L'alinéa 2 de l'article 220 dit aucune région constitutionnelle ne peut avoir pour effet pour objet de réduire les prérogatives démocratiques. Ça veut dire que lorsqu'il y a une initiative des régions constitutionnelles qui vise les prérogatives démocratiques, le gouvernement doit se lever pour saisir la Cour constitutionnelle, notamment contre les indépendants, parce qu'on veut réduire nos prérogatives. Donc il faut être courageux. Avec Bachi, il met à saisir le Conseil d'État et a obtenu la suspension de l'arrêté des ministres. Et elle a été réhabilitée. Il lui a fallu beaucoup de courage. C'est ça le jeu démocratique. Alors, quel choix opérer entre stabilité et avancée démocratique? En fait, la stabilité, on ne la cherche pas forcément encore bien régler. Le gouvernement, s'il veut préserver la stabilité au niveau des provinces, il y a plusieurs cas de consécration. Toutes les assemblées provinciales sont dirigées par le cadre de la majorité. Il faut réunir les animateurs dans un cadre privé de la majorité, par exemple. Et c'est dans ce cadre-là que vous pouvez transmettre certaines instructions ou vous mettre d'accord autour de certains points. Mais le gouvernement, comme institution, n'a pas d'instruction à donner à l'Assemblée provinciale pour lui demander d'arrêter de dénoncer. Et puis les animateurs ont même des instructions provinciales. Quand vous avez un président de l'Assemblée provinciale qui vous dit nous étions à Kinshasa, nous avons reçu des instructions. Quand vous avez reçu des instructions, et nous sommes les instructions au secteur de l'Assemblée provinciale. Et il dit on ne peut pas aider le gouvernement provincial. Et si le procureur général peut la Cour de cassation veut poursuivre un gouvernement, donc l'Assemblée provinciale va faire obstruction à cette instruction parce qu'il a été dit de ne pas inquiéter les assemblées provinciales. Et donc, les propositions, en effet, il faut. Mais l'objectif du colloque, ce n'est pas de répondre à la question de savoir s'il faut réviser ou s'il faut changer les constitutions. Ici, c'est bilan et respect. Nous avons réfléchi, nous avons fait les propositions. Merci. Merci beaucoup. Vous avez. Oui, je reprends le micro pour une question qu'on m'avait posée directement et une autre qui concerne tous les panélistes. Alors, je voudrais rectifier. Donc, mon lecteur voit sa demande. Je ne suis pas encore professeur. Donc, madame, je suis que coordonnateur aspirant chez les travaux. Donc, c'est une précision de temps. Par rapport à d'autres questions, vous avez voulu savoir ce que la PCTA fait pour que la rétrocession, non, vous avez dit ça, pour que la rétrocession soit effective. On a beaucoup fait. On a beaucoup fait, d'abord par rapport à nos contributions. Après la Constitution, il y a eu la loi relative aux finances publiques et puis la loi 18, de l'eau qui a concerné aussi les entités territoriales décentralisées. Mais notre travail ici, c'est en accompagnant avec une grande structure de réforme que vous connaissez, le COREF, qui a cette activité de suivi de tout ce qui est dû aux provinces et entités territoriales décentralisées au titre de la détenir à source. Il y a une commission qui siège tout le trimestre, c'est sur base d'un arrêté, une instruction permanente de novembre 2023, que les représentants de la CETA siègent régulièrement au niveau du COREF et au terme du travail, trimestriellement, on sauve une situation. En fait, c'est que nous faisons, c'est pour éclairer les fonctionnaires qui travaillent dans l'ordonnance. Parce que nous sortons ce qui est dû aux provinces et entités territoriales décentralisées. Sur base de ça, il y a quand même le peu que l'État envoie au regard des chiffres que nous produisons. Donc ce n'est pas encore les 100%, les 40% qui partent au niveau des provinces. Le peu qu'on envoie, c'est au regard des travaux que produisent les experts COREF et série d'équipes d'appui à la décentralisation. Quant à la deuxième question qui était connue, bon, moi personnellement, ça m'a un peu perturbé par rapport à mon exposé. J'avais bien dit que la décentralisation, pour avoir une bonne décentralisation, il faut, l'un des principes, ce sont les élections. Il faut de bonnes élections. Or, les élections, c'est un aspect de la démocratie participative. Grâce aux élections,
on peut doter les provinces des dirigeants élus. Alors, quand on me dit de faire le choix entre province stable et démocratie participative, alors que c'est la démocratie participative qui participe notamment à la stabilité des provinces. Quelle est la stabilité qu'on peut chercher dans les provinces où on se limite qu'à la nomination du dirigeant? Je crois que ça, c'est un aspect perturbateur. Donc, c'est à travers donc, la démocratie participative, participe à la stabilité des provinces. Il n'y a pas de choix à faire entre l'un et l'autre. Ça, c'est mon avis. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. On va prendre les deux dernières réponses du professeur Léon Kérouba et du professeur Marcel Moussa. Merci bien pour les trois questions qui ont été posées. La première, posée en français facile, et la réponse sera aussi en français facile. Constitution de 2006, malade ou pas, je dirais ni l'un ni l'autre. Mais c'est un enfant qui grandit. Et en grandissant, on peut protéger cet enfant un regard. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Deuxième question. Quel choix opérer entre la stabilité institutionnelle au niveau des provinces et la démocratie? Ici, je voudrais inviter la personne qui a posé cette question à peut-être faire un effort, venir vers nous, le Conseil économique et social, parce qu'il y a une étude qui a été faite depuis 2023 avec un titre assez évocateur qui est le suivant: le processus de la décentralisation en RDC face aux difficultés de sa mise en œuvre, enjeux et perspectives. Que nous voyons en dehors du débat de toute la Constitution, il y a des pistes de solutions qui sont proposées dans cette étude-là. Troisième et dernière question, le chef coutumier. Très bien sur la révision de la Constitution, mais je voudrais peut-être suggérer au chef coutumier, là aussi, d'approcher le Conseil économique et social, qui a déjà sorti aussi une étude. Et là, ça devrait intéresser au plus profond les chefs coutumiers. Cette étude a pour titre tout simplement la révalorisation du pouvoir coutumier et la réhabilitation des tribunaux coutumiers. C'est donc là qu'on peut trouver des éléments sans peut-être même voir la Constitution. Voilà un peu ce que je pouvais dire à ce stade. Merci. Merci beaucoup. Si j'ai lu cet modèle que j'ai cité ici, et avant de donner la définition de Montesquieu, c'est pour vous dire qu'on est libre et qu'on est capable de faire les choses nous-mêmes. Et la construction des compromis a montré ses limites. Et on ne nous interdit pas de faire la relecture de notre Constitution. C'est parce que les valeurs culturelles congolaises ne sont pas dedans. Elles ne sont pas dedans. Il faut qu'on les ajoute. Et la relecture de notre Constitution est nécessaire. Alors, je pense que c'était ça. Je voulais que vous compreniez que quand on écrit toujours Montesquieu, Karl Marx, mais nous avons des gens qui réfléchissent, qui sont avec vous. Vous attendez qu'ils soient morts. Vous attendez que ceux qui écrivent, qui ont fait des recherches, puissent mourir, et après vous allez dire voilà, ils ont été là. Profitons de cela pour que nous puissions relire notre loi fondamentale et nous puissions y ajouter nos valeurs culturelles. Je dis je vous remercie. Merci beaucoup. Compte tenu du temps, nous avons largement dépassé les 30 minutes réservées au débat.